À l'abri des regards, dans ce lieu sécurisé et fermé, Bonjour Johan, c'est Vincent. la santé est étroitement surveillée. Je viens pour la peser. Vous êtes un peu déçu. Johan Urvois souffre d'anorexie. Elle est soignée dans cette clinique psychiatrique où la courbe de son poids est scrutée de près. J'ai perdu 500 grammes. Ça fait beaucoup quand même en moins d'une semaine, je trouve. Donc, voilà. C'est le poids avec lequel je suis arrivée à la clinique, quasiment. Alors que ça fait un mois que je suis là. Mais je sens que la petite voix de l'anorexie, elle est contente que voilà, j'ai perdu. Mais il y a la Johanne consciente qui se dit, là, ça va pas. À 29 ans, cette secrétaire médicale en est à sa 2e hospitalisation. La maladie a fait irruption dans sa vie après plusieurs chocs traumatiques. Au collège, je me suis fait beaucoup harceler. J'ai eu des traumatismes aussi dans l'adolescence, notamment des agressions. Et puis beaucoup de chocs émotionnels et jusqu'à vouloir ne plus vivre en fait, plusieurs fois. Tous mes traumatismes d'enfant, je les ai repris en pleine tête à mes 22 ans, quoi. Et c'est là que la maladie a commencé à vraiment évoluer. Johan fait partie des 600 000 jeunes Français touchés par les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Elle est suivie dans cette clinique à Amiens, la seule en Picardie labellisée par l'Agence régionale de santé pour sa prise en charge. Comment ça s'est passé sur cette semaine? Comment ça a évolué? Le moral, il est toujours pas super bon. Ici, les demandes d'admission affluent. Le délai d'attente est de 3 mois, un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis le Covid. Ça a été un facteur déclencheur de beaucoup de TCA. Beaucoup de jeunes filles ont eu peur de prendre du poids pendant le confinement et se sont mis à se restreindre ou à faire beaucoup de sport. Et finalement, ont développé, quelques mois, quelques années après, finalement, un véritable trouble alimentaire. La structure ouverte en 2016 accompagne les patients à partir de 16 ans. Ils alternent rendez-vous médicaux et repos, car la relaxation fait partie intégrante des soins. C'est des patients déjà qui parfois peuvent avoir beaucoup d'angoisse au vu de la maladie. Donc là, on approche du repas, donc aussi pour les détendre avant le repas, qu'ils n'appréhendent pas le repas. Et aussi au niveau du toucher, un peu ressentir le corps, etc. Malgré cette séance, au déjeuner, le changement d'ambiance est radical. Le silence contraste avec leur tumulte intérieur. On a tous plein de pensées dans la tête et on essaie de se concentrer sur notre repas et de lutter contre les petites voix qu'on peut avoir qui nous disent de ne pas manger ou de moins manger. Pour tous, les repas sont un moment de stress, un combat personnel à chaque bouchée. J'y vais des tocs, du coup je me fixe un nombre de cuillères, de fourchettes à prendre, etc. à pas dépasser. Sinon, pour moi, c'est beaucoup trop et je vais culpabiliser pendant tout l'après-midi. Ça dicte un peu toutes mes journées, en fait, les repas. J'y pense avant, pendant, après, donc c'est compliqué. Et pareil, j'ai tendance, quand je vois que quelqu'un remet la cloche sur l'assiette, à vouloir la remettre aussi, même si j'ai pas fini de manger comme je voulais. La digestion est aussi une source de culpabilité. Pour tenter de les distraire, le personnel leur propose un atelier artistique. Vous êtes totalement libre de votre créativité. Vous pouvez utiliser des pinceaux, de la peinture, l'aquarelle, vos doigts, si jamais vous voulez. Très vite, les jeunes adultes couchent leurs émotions sur papier. L'exercice se veut libérateur.
On est le moment après le repas, donc c'est compliqué. Là, j'ai mis toutes sortes d'insultes que je me répète. J'ai du rouge pour des scarifications, j'ai gratté. J'ai montré une personne en train de souffrir et qui est rassurée par un squelette. Et pour la couleur qui m'apaise, j'ai mis en dessous des petites vagues de mauve. Donc voilà. Comment on pourrait faire pour qu'émotionnellement le mauve prenne plus de place finalement? Bonne question. Marion Orzekowska est la psychologue référente. Elle les accompagne tout au long de leur séjour. Régulièrement, elle propose une séance autour de la dysmorphophobie, un trouble de la perception de son corps. Je vais vous demander d'entourer le numéro et d'écrire en dessous là où je suis aujourd'hui, la vision que vous avez, quelle silhouette vous allez choisir. La praticienne leur demande ensuite de calculer le nombre de kilos d'écart entre leur perception et la réalité. Le poids que vous devriez faire. Vous pouvez le noter sur la feuille du coup. 21. 18,6. 39. Là, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que chaque jour vous vous voyez avec ce nombre de kilos en plus? Ça paraît irréel. Ouais, je crois pas. Ok. Moi, j'ai l'impression que tout le monde me ment. Est-ce que les gens sont vraiment là pour vous mentir? Est-ce que moi, là, aujourd'hui, j'ai un intérêt d'avoir modifié les chiffres, modifié les silhouettes? En fait, j'ai envie de dire non, mais dans ma tête, c'est... Ouais. Dans ma tête, c'est vraiment... on vous montre des silhouettes, on vous dit que vous êtes maigre, comme ça, vous prenez du poids. Le truc, c'est que, par exemple, chez moi, je sais que quand je faisais des malaises, j'en faisais souvent. Et du coup, quand on me donnait un verre d'eau, j'avais toujours l'impression qu'ils rajoutaient du sucre, mes parents, dans l'eau. Du coup, je le buvais pas. Apprendre à démêler le vrai du faux, ramener du réel, c'est tout l'enjeu de cette hospitalisation qui peut durer plusieurs mois. Comme les autres, Jeanne espère remporter son match face à la maladie. Là, actuellement, je vis au jour le jour parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Et j'arrive pas à avoir de... Même avec mon copain, j'arrive pas à avoir de projet, de savoir si j'aurai un enfant un jour. Enfin voilà, parce que je sais pas si je serai encore là demain ou... Enfin voilà, je sais pas comment mon corps il va supporter la maladie et c'est ça qui fait peur. Donc c'est pour ça que j'ai envie de m'en sortir aussi. Le parcours est encore long. Une donnée encourageante pour la jeune femme, 2 personnes sur 3 guérissent. Malgré tout, ce trouble chronique nécessite une hypervigilance car la maladie peut se révéler mortelle. 5% des patients décèdent, ce qui fait des TCA la 2e cause de mortalité chez les jeunes après les accidents de la route.